Alors, Versailles, un palais pour le soleil. Je continue donc la lecture. Tout au long du règne, Versailles sera un immense chantier où travailleront jusqu'à 36 000 personnes. Le roi participe largement à la conduite des travaux et s'entoure des meilleurs artistes de son temps. Ainsi, Jules Hardouin-Mansart, chargé de diriger les travaux d'agrandissement et d'embellissement du château de Versailles à partir de 1678 et qui fut à l'origine de la création de la Galerie des Glaces. On estime que la construction de Versailles représente l'équivalent de 3 à 4% des dépenses annuelles de l'État, ce qui est à la fois considérable mais moins ruineux que ce que l'on a pu affirmer, sans compter que ces dépenses constituent un investissement politique précieux. À propos de Versailles, je vais vous parler rapidement du devant, de l'entrée du château. Après la statue de Louis XIV à cheval, hein, vous avez l'entrée. Alors, il n'y a plus ces parties-là, hein, comme vous le savez, il n'y a plus que ça. D'accord? Et dans ce parvis, donc, qui fait de pavés, vous avez des carreaux qui sont posés en losange. En losange, n'est-ce pas? Et non pas comme ça, en carré, en losange. Et au milieu, il y a une obélisque qui rappelle la lance d'Odin. Alors je parle pour les odinistes, hein, dont je fais partie d'une certaine manière. Et ces carreaux en losange, ils sont en même temps, ils sont en losange comme ça, vous voyez. Et puis il y a une croix au milieu, enfin une croix qui traverse. Eh bien, c'est le signe Odin de gare à gare, je ne sais plus comment on l'appelle, qui figure justement un signe d'Odin. Je continue. Alors, si Versailles va permettre de fixer la grande aristocratie au sens d'un système où le roi exerce un contrôle renforcé, c'est aussi un moyen de promouvoir l'excellence de l'art et de la culture française dans l'Europe tout entière. Ainsi, la cour Versailles, hein, ainsi, la cour versaillaise, pardon, je lis mal, hein, devient-elle rapidement la grande référence pour les souverains européens qui n'auront de cesse de s'en inspirer. Au sein de cette nouvelle cour, Louis incarne largement sa propre idée de la monarchie. La cour du Louvre des années 1660-1670 rappelait encore à bien des égards celle de Louis XIII. Il ne faut pas oublier, oui, il ne faut pas oublier non plus qu'elle restait aussi tributaire des fréquents voyages du roi, tout comme les, les ministères à Versailles lors de symposies, selon les conceptions mécanistes de l'époque. Tout gravite autour du roi, astre et repère des courtisans. Louis XIV va mettre en scène sa vie comme peu de souverains avant lui, avec un sens inné du spectacle. C'est vrai que Louis XIV a laissé jusqu'à aujourd'hui, en 2025, une succession du raffinement, aussi bien dans les cuisines, dans les peintures, dans les tapisseries, dans les peintures, dans la musique bien sûr, et dans les ballets. N'oublions pas que le jeune roi dansait, et il dansait merveilleusement bien, de façon excellente. Et à travers le monde de l'époque, jusqu'à aujourd'hui encore en 2025, à travers tout l'Occident, Louis XIV est encore un repère, une référence. Il n'y a qu'à simplement parler avec des Russes pour savoir que, au-delà de la Russie des tsars, hein, bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est un président Vladimir Poutine, mais aujourd'hui encore, parler avec des Russes en France, pour ceux qui sont encore parmi nous, parler de l'époque du roi Louis XIV et des rois en général, vous verrez que la France est une référence hors pair. Rappelons-le. Alors, un cérémonial élaboré rythme sa journée, qu'il s'agisse de son lever à 7h30 chaque jour, sa toilette, ses besoins naturels, accompagner le roi lorsqu'il est à la chaise percée et un insigne honneur, ses repas ou son coucher. À Versailles,
La principale préoccupation des courtisans reste l'étiquette et les nombreux conflits d'ego qu'elle peut entraîner. Louis saura en user avec un art consommé pour maintenir la noblesse dans un état de tension et de dépendance permanente, poussé à tenir son rang. Les courtisans, bien vite endettés, représentent d'autant moins une menace que leur présence à Versailles affaiblit leur influence en province. C'est ainsi qu'à l'instar de nombreux auteurs, l'on peut parler de véritable domestication de la noblesse, noblesse qui ne justifie plus son rang et ses privilèges que par le service du roi à la cour ou sur les champs de bataille. Néanmoins, le système versaillais, dont le maintien exige de constants efforts de la part du roi, connaît ses côtés sombres. Un tel rassemblement de puissants, aiguillonné par la jalousie et la constante recherche de la faveur du roi, ne peut que devenir un lieu d'intrigue. Ainsi, le scandale de l'affaire des Poisons, 1679-1680, qui implique de très hauts personnages, comme la duchesse de Bouillon, rappelle que la vie du roi et celle de ses proches restent à la merci de complots en partie motivés et favorisés par la vie sentimentale agitée de Louis. Oui, bon, on parle toujours des choses qui, aujourd'hui, n'ont aucune, n'ont aucune comparaison avec les scandales de la République depuis sa naissance, on va dire, depuis la Révolution, mais surtout depuis la Troisième République. Adolphe Thiers, je le rappelle, n'a jamais cessé que de faire tirer sur le peuple. Il faut le savoir. Alors oui, on va me dire, oui, mais enfin Raymond, il y avait cette révolte des Versaillais contre la commune qui était des gens de gauche, voire d'extrême gauche de l'époque. Oui, c'est vrai, mais beaucoup d'innocents ont péri au temps d'Adolphe Thiers. Il faut le savoir. Au nom de justement de la répression de la commune, beaucoup d'innocents, d'enfants, de vieillards, de femmes ont péri. Parce que Adolphe Thiers ne faisait pas tirer par sélectivité, si vous voulez. Hein. Il disait pas, bon, ben, tirez sur les communards et puis les autres, épargnez-les. Non. Tirez sur tout le monde, tirez sur tout ce qui bouge. Oui, j'exagère peut-être, oui. Mais enfin, la République a fait beaucoup plus de victimes que sous les rois. Bon, il faut se rappeler quand même que la cour, bien sûr, il y avait des jaloux, il y avait des envieux, il y a eu des complots, il y a eu... Bon, évidemment. Mais aujourd'hui, y a-t-il pas des complots dans notre politique quotidienne? Non? Vous ne croyez pas? Évidemment, aujourd'hui, les dirigeants se cachent bien, évidemment, derrière des scandales qui, de peur que ça les éclabousse, évidemment, ils tâchent de tenir en laisse la presse. Évidemment. Bon, allez, je continue. Néanmoins, le système versaillais, dont le maintien exige de constants efforts de par le roi, connaît... Oui, bon, je l'ai lu. Alors, les maîtresses du roi, Soleil, voilà. Marié à la sage et prude Marie-Thérèse, Louis a eu 6 enfants, dont un seul parviendra à l'âge adulte. Louis de France, dit le grand dauphin, le roi ne se satisfait pas de cette relation conjugale terne et entretient divers amours. Les tentations ne manquent pas, adultère. Oui, bah, on retiendra notre... Il n'y a qu'à voir Hollande et puis Monsieur Mitterrand, hein, avec la fameuse... avec sa fille, je ne sais plus son nom d'ailleurs, enfin bon. Et puis Hollande, avec l'actrice... une actrice bien connue, non, en scooter, hein, rappelez-vous. Et puis j'en passe. Et puis je ne veux pas m'arrêter là parce que la République a fait, en moins de 3 siècles, a fait beaucoup plus de scandales que toute la monarchie qui a tenu plus de 1000 ans, il faut le savoir. Hein. On retiendra notamment parmi ses maîtresses sa belle-sœur Henriette d'Angleterre ou encore la délicieuse Louise de la Vallière, qui lui fera 5 ou 6 enfants, mais surtout Madame de Maintenon et Madame de Montespan,
de Montespan, pardon, et Madame de Maintenon. Oui, Madame de Maintenon, c'était sa dernière épouse, je rappelle, et qui était très sage d'ailleurs, elle était très pieuse et très religieuse, et elle amène le roi, le vieillissant, à plus de modération, de remords, et une conversion, un retour au christianisme. Enfin, ça, bon, c'est la religion, on va pas ici revenir, je veux pas parler de la religion, c'est pas ici mon truc, hein. Bon, Madame de Montespan, alors elle, par contre, oui, ça c'était fit irruption dans la vie de Louis, et justement à l'affaire des poisons, elle y était, je crois, elle était liée, je crois, et notamment à l'affaire des colliers. Bon, ah non, c'est pas là, l'affaire des colliers, c'est sous Louis XVI, pardon. Mais l'affaire des poisons, c'est sous Madame de Montespan, semble-t-il. Fit irruption dans la vie de Louis au cours de l'année 1666, oula. Cette marquise ravissante, dotée d'un esprit vif, fut pour beaucoup dans la prise de confiance en soi d'un roi, jusque-là encore gauche et mal à l'aise avec les femmes, odieuse avec ses rivales, et bien décidée à conserver le roi pour elle. La marquise de Montespan donnera à Louis 4 enfants qui parviendront à l'âge adulte. Parmi eux, voilà d'ailleurs Madame de Montespan. Parmi eux, ses deux fils. Quoi? Parmi eux, ses deux fils. Bon, le duc du Maine et le comte de Toulouse joueront un rôle politique important. La relation passionnée et sensuelle qui unissait Louis et Madame de Montespan est à certains égards révélatrice de l'éloignement du roi par rapport à la religion. Oui, mais ça, bon, tous les rois ont eu un rapprochement, un éloignement, puis à la fin de leur jour, un rapprochement, mais ça, je crois, bon. Bref, malgré les sermons de Bossuet et le conformisme catholique du temps, Louis, parvenu à la quarantaine, restait l'esclave de ses sens. Ce fut son dernier et grand amour qui le ramena à la foi, ce qui ne fut pas, oui mais il faut le dire, Madame de Maintenon, quoi, ce qui ne fut pas sans conséquences politiques. Pour élever ses enfants, la marquise de Montespan avait porté son choix sur Françoise d'Aubigné, veuve de Scarron. Ah oui, c'est Madame, oui, la veuve d'Aubigné, veuve de Scarron, un poète libertin, intelligente et pieuse, sans pourtant renoncer au plaisir de l'amour. La veuve Scarron s'était fait remarquer pour son bon sens et son esprit. Sa fonction d'éducatrice des bâtards royaux lui permit de rencontrer le roi. Ce dernier tomba progressivement sous le charme de celle qui fit marquise de Maintenon, donc Madame d'Aubigné. Au-delà de la relation charnelle qui va les unir, existe entre eux une grande complicité intellectuelle. C'est vrai qu'elle était très fine et très intelligente, faut le dire. Françoise étant à même d'être une confidente compréhensive mais ferme pour le roi. Elle jouera ainsi un rôle de conseillère officieuse et ne sera pas pour rien dans le rapprochement du roi avec les cercles dévots. Un retour à la foi que marquera leur union secrète après la mort de la reine et dont on ignore encore la date exacte, 1683 ou 1688. Alors voilà, la révocation de l'édit de Nantes, justement, qui met fin à l'édit que Henri IV avait établi pour pacifier le royaume entre les catholiques et les protestants. Alors la révocation de l'édit de Nantes, donc, égaré dans le péché selon les conceptions du temps, jusqu'au début des années 1680, Louis, revenu à une pratique plus régulière de la religion catholique, va se rapprocher peu à peu des options du parti dévot. Il ne faut cependant pas simplement y voir l'acte d'un homme vieillissant ou à la santé de plus en plus fragile, mais aussi la décision longuement réfléchie d'un roi qui ne cesse de repenser le rôle de la France en Europe. Oui, il était un bon diplomate, ça, et surtout un bon politique. Les années 1680 sont celles de l'affirmation d'un bloc protestant, province unie, puis l'Angleterre, rival de Paris, mais aussi d'une opposition renouvelée avec les Habsbourg dans la perspective de la succession d'Espagne.
Louis XIV a pour intérêt d'incarner le renouveau catholique afin de légitimer ses entreprises internationales. On le sait, cela se traduira notamment parce que l'on cite souvent comme l'une des plus grandes fautes de son règne, la révocation de l'édit de Nantes. Eh oui, ça a été le début de la révolte des futurs illuminés de Bavière, et j'en passe, et puis de la Révolution, d'abord en Angleterre qui couvait, puis ensuite aux États-Unis, hein, et puis voilà, etc. Bon, cette décision est le résultat d'un long processus entamé sous le règne précédent et qui vise à mettre fin à l'exception religieuse française. En effet, la France est l'un des très rares États d'Europe où cohabitent officiellement deux religions. Une situation mal vécue par Louis qui y voit une entrave à l'unité du royaume et un danger politique potentiel. En effet, il n'est pas sans ignorer que les rivaux protestants de la France, et au premier chef Guillaume d'Orange, répandent leur propagande au sein des milieux huguenots et y comptent un certain nombre d'alliés. Louis entend parvenir à la fin du protestantisme dans son royaume par la contrainte et le prosélytisme. Les grands nobles protestants sont poussés à la conversion. Les huguenots les plus modestes se voient forcés d'héberger des soldats, ce qui donnera lieu aux terribles dragonnades. En 1685, l'ultime pas est franchi lorsque l'édit de Fontainebleau est proclamé, la religion prétendue réformée RPR, tiens, est interdite. Le royaume redevient un État où un seul culte est autorisé, le culte catholique. Alors, un petit mot sur les huguenots, enfin les protestants qui partiront vers les Pays-Bas, plus tolérants, plus accueillants pour les pensées religieuses, en fait, hein, de manière générale. Et puis la fondation d'un bloc anti-monarchique, anti-religion catholique, évidemment, qui fera place par un certain, je ne sais plus, c'est Hersen, je ne sais plus ton nom, Hersen, qui fondera la première loge maçonnique en Angleterre. C'est l'Angleterre qui verra la première loge maçonnique, on va dire, je ne sais plus vers quelles années, il faudrait que je regarde un peu l'histoire. Je ne me rappelle plus, mais j'avais lu un petit peu l'histoire de la naissance de la nouvelle franc-maçonnerie. Oui, il faut détacher l'ancienne franc-maçonnerie qui était les bâtisseurs, avec bien sûr la nouvelle maçonnerie qui, pénétrée par les jésuites, hein, ça je le rappelle, je le dirai jamais assez, par les religions, ont forgé un bloc anti-monarchique pour reprendre, parce que Louis XIV s'est aussi battu contre les jésuites, hein, je le rappelle. On ne le dit pas assez. Peut-être qu'ils en parleront, je ne sais pas. Alors je continue. Si un certain nombre de protestants se convertissent, de nombreux autres vont fuir la France évidemment et iront grossir les rangs des ennemis du royaume du roi Soleil, tant en Angleterre qu'aux Pays-Bas, voilà, je vous l'ai dit, et en Prusse aussi. La France y perd peut-être 200 000 sujets, dont de nombreux artisans et bourgeois réputés. Elle y gagne cependant un grand crédit auprès des puissances catholiques. Oui, ça. L'édit de Fontainebleau constituera d'ailleurs l'une des mesures les plus populaires du règne du roi Soleil et sera accueillie par un concert de louanges et de festivités. L'esprit de tolérance des Lumières était encore loin. Oui, mais enfin, déjà, il s'y préparait, n'est-ce pas? Alors, la guerre de 9 ans. Les années... Alors, je regarde un petit peu où j'en suis, là. Oui. Les années 1680, marquées par la gloire versaillaise et l'affirmation de l'unité religieuse du royaume, sont aussi celles d'une politique extérieure agressive qui provoque un nouveau conflit européen à partir de 1678. Louis, trop sûr de sa force, après la paix de Nimègue,
tente d'agrandir son royaume qui, prenant parti du flou juridique institué par les divers traités européens antérieurs, par un mélange subtil d'artifices juridiques, les fameuses chambres de réunion, d'achat, des faveurs de princes étrangers et de coups de force. Le roi Soleil met la main sur divers territoires en Alsace, en Lorraine, puis aux Pays-Bas espagnols. Devant les expansionnismes à peine voilés se constitue une ligue défensive, la Ligue d'Augsbourg, qui finira par réunir les Provinces-Unies, Pays-Bas actuels, la Suède, l'Espagne, le Brandebourg, futur royaume de Prusse, la Bavière, la Saxe, mais aussi l'Angleterre et l'Autriche. Louis, qui n'a pas su convaincre de la légitimité de ses revendications, se retrouve donc face à une alliance réunissant l'essentiel des puissances d'Europe. Le conflit qui va en résulter durera 9 ans, 1688-1697. Cette guerre de 9 ans constitue une épreuve terrible pour le royaume de France, mais aussi un test pour la solidité du régime mis en place par Louis XIV. La France, qui bénéficie de revenus importants, d'infrastructures développées et d'une unité de direction, parvient à se mesurer une fois de plus à une coalition pan-européenne. L'armée créée par Louvois, la marine rêvée par Colbert, et ce malgré certains revers, parviennent globalement à prendre la main sur leurs adversaires. L'empreinte du roi sur les opérations, tout comme sur les diverses négociations, est plus forte que jamais après 1691. Cette année voit en effet, avec la mort de Louvois, la fin du système ministériel initié depuis la chute de Fouquet. Jamais plus la France de Louis XIV ne connaîtra de ministres disposant d'une vaste clientèle aux ordres. 1691, bien plus que 1661, représente l'avènement de la monarchie absolue. À 53 ans, Louis, doté d'une solide expérience, plus roi Soleil que jamais, se consacre à la tâche avec une passion étonnante. Chaque ministre rend compte de la moindre de ses décisions à Louis, qui d'ailleurs entretient avec habileté un flou artistique sur leurs attributions et compétences respectives. Aux clientèles ministérielles se substitue une monarchie administrative qui contribuera largement à l'évolution politique ultérieure de la France. Néanmoins, cette concentration des pouvoirs ne sera pas sans conséquences néfastes. Louis, désormais entouré de courtisans, s'isole peu à peu dans un arbitraire royal qui le coupe des réalités du terrain. Eh oui, bon. Or, pour la France des années 1690, celles-ci sont terribles. Les aléas climatiques de l'époque, le gel, oui, effectivement. Le petit âge glaciaire, oui, voilà, décrit par Emmanuel Leroy Ladurie. Oui, une bonne référence à cet égard, effectivement. On peut dire un climatologue pour un historien vraiment de première. Ont des effets catastrophiques sur l'activité agricole. Aux famines qui en résultent viennent s'ajouter les désordres politiques et les révoltes entraînées par la pression fiscale. Entre 1693 et 1694, la situation tourne au drame national et l'on estime le nombre de victimes à plus d'1 million sur 22 millions de sujets. C'est quand même beaucoup, effectivement. Cette crise entraîne l'émergence d'un mouvement diffus d'opposition à l'absolutisme royal. Qui trouvera finalement à s'exprimer à la mort du roi, et au début de la régence de Philippe d'Orléans. De là commenceront les révoltes, et puis plus tard, à la fin du règne de Louis XV, ce sera les Lumières, et même du temps de Louis XV d'ailleurs, dans sa vieillesse.
Dans cette atmosphère de contestation qui alimente les débats religieux, intenses problématiques du jansénisme, mais aussi engouement pour le quiétisme. Le roi qui continue son action réformatrice doit cependant renoncer à certains projets. Ainsi, celui d'une refonte du système fiscal, en partie inspiré des réflexions de Vauban, n'aboutira jamais, avec de graves conséquences à long terme pour l'avenir du royaume. D'autre part, Louis, désireux de ménager les cercles ultramontains, c'est-à-dire partisans du pape contre les velléités d'autonomie de l'Église de France, finit par verser dans une orthodoxie religieuse répressive. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, la religion. D'autre part, Louis, excusez-moi une seconde. Alors, en 1697,